Science has great beauty. Bienvenue Nicolas sur ce podcast improvisé au bâtiment 78 à Rennes. Je suis contente que tu aies accepté de venir raconter ton aventure entrepreneuriale sur le podcast parce qu'elle est assez ancrée sur ce territoire de Bretagne et parce qu'en fait c'est un projet qui fait sens. Est-ce que tu peux nous raconter qui tu es et surtout comment on arrive à imaginer une start-up industrielle qui vient effeuiller des plants de tomates avec des robots. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est Esprit ? Ouais, donc je suis Nicolas, je suis cofondateur et dirigeant d'Esprit. Donc effectivement, je ne me suis pas réveillé un matin et d'un coup, je me suis dit, tiens, je vais faire un robot qui effeuille des plants de tomates. Donc ça s'est fait graduellement. Ouais. Donc moi, initialement, je suis plutôt quelqu'un qui a une casquette IA. J'ai bossé pendant 7 ans dans le domaine du trading algorithmique. Donc rien à voir. Rien à voir. Mm. Ensuite, j'ai basculé. Alors, je suis revenu en Bretagne après Londres. J'ai bossé dans le domaine du marketing prédictif. J'étais directeur recherche en IA. Donc rien à voir. Voilà, rien à voir du tout. Ouais. Hormis la partie IA, Ouais. qui est la commonalité. Et voilà, je me suis dit au bout d'un moment, sur quoi tu as envie de mettre ton cerveau pour les 10-20 prochaines années. Et pour moi, en tout cas, le domaine de l'agricole, de l'alimentaire était important. Parce que voilà, nourrir les gens, je pense qu'il y aura toujours besoin de le faire dans les 10, 20, 50 ans à venir, peu importe les crises, les guerres qui surviennent. Donc je me suis beaucoup intéressé à ce domaine, des nouveaux concepts comme les fermes urbaines à l'époque, etc. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des producteurs, notamment un producteur de tomates, de fraises, pardon, qui a été un peu l'élément clé pour moi, où en échangeant, en fait, on s'est rendu compte que voilà, il y avait beaucoup de choses déjà très high-tech dans le domaine des serres qui permettent de produire des fruits et légumes. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est la main-d'œuvre. Et certains producteurs m'ont dit en fait, s'il n'y a pas de solution robotique qui arrive dans les prochaines années, on risque de mettre clé sous la porte dans les 10 prochaines années. Et concrètement, ça se matérialise comment ? C'est-à-dire, quand ils te disent ça, ça répond à quel problème ? Ça répond à une problématique de main-d'œuvre saisonnière pour faire des tâches un peu répétitives. Et comment t'es passé de la fraise à la tomate, enfin, comment tu as identifié le premier problème auquel tu avais envie de répondre avec ces solutions robotiques ? Ouais, effectivement, ça s'est pas fait d'un coup. Donc effectivement, on a commencé à concevoir un robot qui récoltait des fraises à l'époque. Ah d'accord, ça a commencé par les fraises. Ouais, okay. Donc ça c'était en fin 2019, début 2020. Alors le robot fonctionnait plutôt bien. La première étape, c'était aussi de valider que économiquement, ça pouvait tenir la route. En 2020, on commençait à arriver à la conjoncture de différentes choses où il y avait les bons algorithmes pour avoir une IA qui reconnaît ce qu'est un plant, les fruits, etc. La puissance de calcul, des coûts par exemple d'actionnaires robotiques qui avaient pas mal baissé, etc. Donc tout ça rendait le projet viable. Après, même si techniquement le robot fonctionnait bien, il y a aussi une logique de scalabilité. Et pour nous, l'environnement de production de la fraise n'était pas scalable dans le sens où il fallait s'adapter à chaque producteur presque. Parce que certains ont des terrains en pente, d'autres ont du gazon au sol, etc. Voilà, il y a pas mal de spécificités. Et en parallèle, on connaissait l'écosystème de la tomate qui, lui, est beaucoup plus standardisé. On a les mêmes serres en France, aux Pays-Bas, au Canada. Il y a des rails au sol. Donc déjà, ça supprime ce besoin d'avoir un robot qui gère la problématique de mobilité. En fait, sur des rails, tu avances, tu recules, c'est assez simple. Ouais. Et on a pu se concentrer sur notre cœur de valeur ajoutée, qui est la compréhension d'un environnement complexe et comment agir dessus de manière précise. Donc avec ça, on a commencé par un robot qui récoltait des grappes de tomates. Ouais. Donc ça fonctionnait également. Sauf que rapidement, on a une complexité qui est liée au fait que la grappe de tomate n'est pas toujours parfaite quand on la récolte, même si sur un étalage, le fruit est bien présenté. Il y a parfois des petites retouches à faire, à enlever un fruit qui serait vert parmi les 6 récoltés. Il y a des problématiques de conditionnement et des problématiques d'évacuation, parce que rapidement, on va accumuler 300 kg de marchandises, il faut les sortir du rang, etc. Bon, je passe les détails, mais il y a tout un ensemble de facteurs qui fait que c'était pas forcément le sujet le meilleur à automatiser, sachant que tous les producteurs de tomates qu'on rencontrait nous disaient en
fait, focalisez-vous sur un autre problème qui est l'effeuillage de plants de tomates, qui est autant demandeur de main-d'œuvre. Donc, vous aurez autant d'argent à vous faire. Qui est hyper répétitif. Il faut le faire tous les jours. C'est pénible. Du coup, en fait, même quand tu parles à des salariés en serre, ils disent ok, je serais content d'avoir un robot pour ça. Moi, je peux aller sur des tâches qui sont moins pénibles, on va dire. Et peut-être même à plus forte valeur aussi. Et à plus de forte valeur à faire par un humain. Donc, nous, en fait, on savait que la technologie allait être globalement la même. C'est pareil, tu analyses un plant de tomates, tu comprends où sont les feuilles, les tomates, etc. C'est juste l'action qui change. Voilà, tu viens chercher une feuille au lieu d'une grappe. Donc ça, voilà. Et en fait, en quelques semaines, on a fait un switch au niveau algorithmique et ça fonctionnait. Et après, petit à petit, on en a fait un robot vraiment optimisé pour cette tâche. Donc, ok, c'est intéressant de voir comment on passe de la fraise, de la récolte, parce que c'est vrai que spontanément, on peut se dire le plus important, c'est récolter, mais il y a plein d'autres actions. Là, vous venez de lever 10 millions d'euros. En tout cas, c'est récent. C'est quand même une très belle levée pour une start-up en ce moment. Ça va servir à quoi, ces 10 millions ? Où t'en es, en fait, de cette aventure industrielle ? Qu'est-ce que ça va te permettre de faire ces prochaines années ? Parce que j'ai compris que toi, ton intention, c'était pas forcément de relever, c'était justement d'arriver à concrétiser un vrai modèle économique, d'être rentable, etc. Effectivement, là, l'objectif, c'est d'aller vers la rentabilité. Alors, dans les 10 millions, il y a une partie en equity, il y a une partie en dette et de la subvention, ce qui est assez classique quand on annonce un tour. Donc, avant cette levée, on a surtout été dans une phase de plus R&D, on va dire, parce qu'on reste une deep tech, on craque un sujet que personne n'a résolu avant nous. Oui, parce que vous êtes les seuls au monde à faire ça. Exactement. En tout cas, alors, beaucoup essayent, mais beaucoup ont échoué, et on est les seuls aujourd'hui à avoir fait la bascule, à passer à la commercialisation. Aujourd'hui, là, on arrive à une 50aine de robots déployés, une centaine qui seront déployés à la fin d'année. Sur combien de serres et de clients ? Alors là, on doit être à une vingtaine de clients. Et effectivement, on s'attend là à une massification. Donc, effectivement, on a des nouveaux clients qui sont en attente, mais aussi nos clients existants qui cherchent à massifier leur parc de robots. C'est vraiment là notre enjeu. Tu avais eu besoin d'une levée avant celle-là, j'imagine, d'une première levée pour faire le démonstrateur. Oui, c'est ça. On a fait une première levée en 2021. D'ailleurs, à l'époque, on avait encore un robot de récolte de fraises. Donc, là, on a fait des pivots avec l'argent de cette levée pour arriver au produit qu'on allait pouvoir répliquer, avec lequel on allait vraiment faire de l'argent. Et là, cette nouvelle levée est vraiment dédiée à l'industrialisation et au passage à l'échelle commerciale, on va dire. Donc dedans, ça implique pas mal de choses. C'est déjà s'assurer que le produit est au bon niveau de performance pour les clients. Donc là, on a franchi ce cap. S'assurer que le produit est suffisamment fiable. Donc là, à certains moments, ça a pu impliquer des reconceptions, notamment l'année dernière. Et là, on est dans la phase où on va plutôt travailler sur la partie process, s'assurer que... là, le but, c'est de comment baisser nos coûts opérationnels le plus possible, donc être super efficace sur le monitoring de la flotte, sur la maintenance, s'assurer que côté production, on a les bons process en place pour pouvoir... produire des robots avec le bon niveau de qualité, pouvoir être serein d'augmenter en capacité de robots qu'on sort chaque mois, etc. Cette demande, ce que fait une PME industrielle. Ouais, et du coup, ça te demande aussi d'industrialiser finalement de l'humain et des processus opérationnels qui sont quand même des processus aussi de supply, etc. Ça te demande de recruter des compétences spécifiques qui ne sont pas forcément les compétences dont tu as besoin justement pendant toute cette première phase de R&D où tu es plutôt sur des phases de démonstration, de test, etc. Parce que c'est quand même un cap particulier, ce moment où on devient une PME industrielle. C'est finalement cette étape-là d'intégrer des compétences qui ne sont pas forcément entrepreneuriales, mais qui vont accompagner vraiment la structuration d'un processus de delivery, d'intervention sur le terrain. C'est quand même un vrai sujet. Alors, c'est vrai que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Là, aujourd'hui, on est 35.
Même si aujourd'hui, là, on est dans la phase où on commence à accélérer, on va dire, sur les quantités de robots produites chaque mois. Euh, voilà, ça fait quand même 2 ans qu'on a structuré l'équipe Mhm. avec des managers sur chacune des fonctions que tu as citées, Ouais. assez en avance de phase finalement, même pendant la période où on était plutôt dans une phase de R&D. Et ce qui fait qu'en fait, le robot a déjà été conçu avec une approche industrielle en tête, même depuis 3-4 ans, hein, je dirais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, là, l'étape où on est, elle est assez naturelle et c'est plus une continuité plutôt Enfin, un gros cap à franchir en fait. et On a déjà des personnes seniors sur les différentes ce qui n'est fonctions pas tout le temps le clés. cas. C'est pour ça que je te Mm. pose la question. Vous avez été conseillé, accompagné là-dessus en avance de phase, ou en fait c'est venu de l'équipe initiale qui avait cette conscience-là. Ouais, je pense que quand tu es dans un écosystème, en fait, tu te fais challenger de toute façon Mhm. tout le temps, bah, soit par tes investisseurs, Mhm. soit par différentes structures qui ont pu t'accompagner. Et petit à petit, ça forge un peu la manière dont tu as envie de structurer ton équipe, à quel rythme, etc. Donc, je pense que c'est des choses qui viennent assez naturellement au final. Et les feuillages des tomates, c'est quoi le modèle économique derrière? En fait, qu'est-ce que tu vends concrètement et à qui? Mm. Alors, nos clients, c'est des producteurs de tomates en direct. Mhm. Donc, c'est des cycles de Plutôt gros, vente qui ont des qui, grosses serres, des gros ouais, sites, quoi. donc plutôt Plusieurs hectares. des gros acteurs qui ont vraiment 100, 200 employés, donc Mhm. des gros enjeux de main-d'œuvre à Mhm. gérer. Et effectivement, aujourd'hui, le robot s'apprête plus à plutôt des exploitations d'une taille, on va dire, à partir d'1 hectare. Mais certains clients peuvent avoir 10-20 hectares. Mhm. Euh, euh, j'ai oublié le début de ta Tu question. leur vends C'était quoi c'était ouais. sur le modèle économique. Alors, nous, notre parti pris, en fait, dès le début, c'est de vendre un service full package. Finalement, on vend un service d'effeuillage Mhm. euh, en se disant, en fait, c'est pas son problème au producteur si le robot il est en panne, s'il y a quelque chose à faire dessus. Lui, ce qu'il veut, c'est Que avoir un ces robot. tomates soient effeuillées. Voilà, Ouais. parce que finalement, on vient en remplacement d'un process qui existe déjà via l'humain. Ce qui est important, c'est d'avoir, pour lui en tout cas, des robots qui maintenant là, travaillent jusqu'à 120 heures, voire plus par semaine, et que ça se répète semaine après semaine après semaine, 8 mois dans l'année. Mhm. C'est ça l'enjeu. Donc ensuite, c'est à nous d'être efficaces opérationnellement pour lui assurer cette continuité de service. Donc ça passe par un monitoring de la flotte. Donc tous nos robots sont connectés en 4G, donc on sait exactement ce qui se passe en temps réel sur tous les robots. La plupart des problèmes peuvent être résolus à distance. Euh, et après, s'il y a un problème, on dépêche un de nos ingénieurs terrain. Aujourd'hui, on a pris le parti de déployer plutôt sur des zones assez précises, donc Grand Ouest de la France, Belgique et Pays-Bas, Mhm. où il y a une forte concentration de producteurs. Donc nous, ça nous permet de pas non plus, on n'a pas besoin de 100 ingénieurs pour faire ce travail-là. On reste à Tu petite peux échelle, hein. intervenir à distance en plus, Et j'imagine, sur ouais, les robots et beaucoup gérer des. Ouais. de travaux se font à distance. On fait même du prédictif. On Mhm. est capable d'anticiper le moment où pourrait y avoir une panne. Donc en préventif, on dépêche quelqu'un pour potentiellement changer une pièce. Mais en tout cas, voilà, tout ça, il faut que ça soit transparent pour le producteur. S'il y a une pièce qui est très chère à remplacer, c'est à notre charge. Voilà, c'est à nous d'être efficaces, c'est notre responsabilité. Et du coup, ça rend aussi la décision d'achat plus simple pour le producteur. Parce que nous, on s'aligne, on ne cherche pas à être moins cher que l'humain. On est à peu près aligné avec les coûts humains, voire un peu plus cher parce qu'on a d'autres bénéfices aussi. Mais voilà, en fait, pour le producteur, il faut que ce soit une charge opérationnelle et que ce soit sécure. Et le producteur, ça lui apporte effectivement une réponse à sa problématique de main-d'œuvre. Ça lui coûte pareil qu'un humain. Mais est-ce que ça lui permet quand même d'optimiser son mode de fonctionnement, d'avoir ces robots-là? C'est-à-dire, est-ce que derrière, il baisse sa main-d'œuvre ou alors finalement, ça lui permet de garder son équipe, mais de développer Mm. autre chose ou alors de faire autrement? En Est-ce fait, qu'il y a un ouais. impact social en Mm. fait En fait, parce que c'est un peu la peur de tout le monde, tu mm. vois, ces robots qui vont remplacer des tâches humaines, etc. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Alors, en fait, la réalité, c'est que souvent, dans une exploitation, tu vas avoir une équipe fixe en CDI Mhm. toute l'année Qui fait plein de choses. et qui fait pas mal de choses. Et eux, ils sont super contents qu'il y ait des robots Mhm. parce que bah, ils n'ont pas à faire les tâches galères en fait en période de rush, etc. Et souvent, tu vas avoir de la main-d'œuvre plus saisonnière. Alors, pas si saisonnière que ça, parce qu'en tomate, on est sur la production 8 mois dans l'année. Mais en fait, il y a en tout cas certaines exploitations, 90% de la main-d'œuvre ou plus, on doit aller chercher à l'étranger et Mhm. de plus en plus loin. Historiquement, ça pouvait être les pays de l'Est. Maintenant, les pays de l'Est, ils veulent plus venir travailler ici. Donc, on va chercher parfois très loin sur d'autres continents
pour travailler en France, en Bretagne. C'est ça la réalité en fait. Donc c'est pas évident. Certains producteurs ils vont jusqu'à surstaffer leur équipe à 120%, parce qu'avec de la main-d'œuvre humaine, tu as aussi des aléas. Mine de rien, en fait, peut y avoir de l'absentéisme. La réalité, c'est que je grossis un peu le trait, mais l'humain est de plus en plus feignant aussi. Ouais. Et sur des tâches pénibles, c'est sûr que c'est difficile de se motiver à aller travailler tous les matins. Mais du coup, en tout cas, on vient apporter aux producteurs une gestion du risque vis-à-vis de ça. Et ça rend son process de production plus prédictible aussi. Et tu es venu te réinstaller en Bretagne pour des questions à la fois personnelles, mais j'imagine pas que. Pourquoi se développer sur le territoire breton ? Qu'est-ce que ça t'apporte en fait, cet écosystème ? Est-ce que ça a une plus-value ? Est-ce qu'il y a des compétences aussi particulières ici, que ce soit en accompagnement ou des compétences industrielles à recruter, hein, parce que c'est quand même aussi un vrai sujet, le recrutement des compétences. Pourquoi la Bretagne ? Pourquoi ce territoire de l'Ouest ? Effectivement, moi je suis né autour de Rennes. J'ai fait des études à l'INSA de Rennes pour être précis. Après je suis parti à Paris, après à Londres assez longtemps. Et voilà, effectivement d'un point de vue personnel, j'avais envie de revenir en Bretagne, aussi pour redonner au territoire qui m'a formé d'une certaine manière. Et déjà, la Bretagne, c'est quand même un territoire agricole qui est fort. Enfin, c'est vraiment dans l'ADN de la Bretagne, je pense. Beaucoup de producteurs de tomates, donc pour nous, c'était assez évident. Et technologiquement, on a quand même des belles écoles en Bretagne, des beaux labos de recherche. Voilà, il y a tout un écosystème qui foisonne quand même autour de la tech et la tech hardware aussi. Donc pour moi, c'était assez naturel de venir ici. Ouais. Ça t'a aidé, cet écosystème local ? Enfin, il y a des acteurs qui t'ont plus aidé. Je sais qu'il y a quand même des fonds dédiés dans la région. Enfin, est-ce que tu as senti qu'il y avait finalement aussi cette fierté de la région pour venir te pousser, aussi t'aider financièrement dans l'accompagnement ? Ça a une valeur que tu as perçue ? Non, clairement. Alors déjà, pour resituer, nous, on est basé à Saint-Malo. Donc c'est un territoire qui est un peu plus petit que Rennes quand on pense start-up. Ouais. Mais il fait partie de l'écosystème, la French Tech Rennes-Saint-Malo. Moi, c'était aussi un critère quand je me suis installé à Saint-Malo, c'était d'être proche d'un écosystème autour des startups. L'avantage, c'est qu'on n'est pas dans un gros hub comme Paris, où là, tu vas avoir des milliers de startups et tu te bats pour être visible. Donc en fait, si tu as un projet qui a du sens, qui a de l'ambition, je pense qu'assez rapidement, t'es vite connu, t'es visible, quoi. En fait. Ça, c'est vrai. Et rapidement, on va t'apporter de l'aide. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, où c'est vrai que depuis le début, j'ai trouvé les bonnes personnes pour m'accompagner step by step et progressivement en fonction de mes besoins. Donc le tout départ, en fait, s'est fait via le pool, la French Tech Rennes-Saint-Malo. Où tout départ, en fait, quand j'avais la première graine en fait, de l'idée, j'ai commencé à le faire challenger avec le pool pour avoir d'autres aspects que l'aspect purement techno, on va dire. Assez vite, j'ai rejoint un pré-incubateur de start-up. En parallèle, j'ai eu la chance que mon ancien employeur a accepté que je continue à travailler pour lui en parallèle d'explorer cette nouvelle idée entrepreneuriale. Et il a été super là-dessus. Alors, c'est un entrepreneur aussi, et donc je pense qu'il m'a pas mal compris et a compris pourquoi j'ai fait le choix. Et une fois petit à petit que j'ai dérisqué le projet, donc j'ai gagné un premier concours de start-up à Saint-Malo. J'ai été sélectionné pour l'incubateur Emergis de la région Bretagne. Donc voilà, c'est des indicateurs qui m'ont fait dire, OK, on croit en nous, maintenant il faut y aller, on se lance à 100%, on crée la structure. Et après, petit à petit, les choses se sont enchaînées avec une première levée de fonds aussi assez vite en 2021. Avec des investisseurs qui croient en nous, même des banquiers en fait qui croient en nous, ce qui est assez rare. Oui, c'est pas. Je te le confirme. En ce moment, c'est sûr, je te le confirme. Ouais. Clairement, je vais pas les citer forcément là, mais une banque allait toquer à notre porte littéralement quand j'avais encore que 15 mètres carrés, on n'était pas du tout visible et a cru en nous dès le départ, nous a fait un prêt très très vite et nous a accompagnés ensuite par la suite.
Donc ça c'est chouette parce qu'aujourd'hui voilà, on a pas mal d'investisseurs, on a aussi 5 banques qui nous suivent. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui sont importantes ensemble. Et qui, je pense, tu as raison, dans des territoires assez solidaires, comme celui de la Bretagne, permettent aussi aux pépites de mieux ressortir comparativement à effectivement l'Île-de-France dont je viens, mais où il y a effectivement plus d'acteurs, plus de compètes sur tous les sujets. Si tu devais finir cette discussion en laissant un conseil à des entrepreneurs qui se lancent justement sur des projets industriels dans l'agricole, parce que c'est quand même un secteur particulier, qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Alors, la première chose, c'est bien étudier le marché. Parce qu'il y a un vrai besoin. On a bien vu qu'il y avait plusieurs pivots successifs. Ça, c'est quand même et d'être très essentiel. précis sur le problème en plus. D'être, c'est ça. Est-ce que, à quel besoin tu réponds ? Est-ce que le client, pour lui, est-ce que c'est vraiment un point de douleur qui est qui est numéro 1 ou c'est nice to have ? Nous, en l'occurrence, la Madoff, c'est son sujet numéro 1. Donc c'est pour ça que ça a bien pris. Donc ça, c'est hyper important. Et ensuite, être sûr de l'équation économique. Est-ce que, donc nous, par exemple, sur la robotique, ce qui fonctionne, c'est que le robot est utilisé 8 mois de l'année et il tourne plus de 100 heures par semaine. Donc, du coup, là, tu peux justifier un bon retour sur investissement parce que le hardware, ça coûte cher, mine de rien. Et ça, c'est essentiel aussi à valider. Par exemple, on nous sollicite pour récolter des grappes de raisin. En fait, ça marche pas parce que c'est 3 semaines dans l'année. Donc voilà, faut bien étudier tous ces aspects qui sont plus business que techno, on va dire, dans un premier temps. Et oui, s'assurer aussi que la profondeur marché est suffisamment vaste. Parce que là, on parle de la France, la Belgique et Pays-Bas, mais quel est le marché aussi partout dans le monde pour justifier d'être une boîte qui est capable de générer des centaines de millions d'euros à une certaine échelle qui n'est pas trop loin non plus. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que j'ai retenu de nos échanges, c'est à la fois tu vas t'attaquer à des clients qui ont la taille permettant vraiment de scaler un peu le modèle industriel pour que ce soit vraiment intéressant. Donc, je pense que tu as aussi un vrai enjeu de ciblage dans ce marché-là de tes premiers clients, quitte à après aller en chercher d'autres. Et la deuxième chose qui est intéressante, parce que je pense que c'est un peu le message aux entrepreneurs en ce moment, c'est que là, tu as levé beaucoup, il y a un outil industriel important à accélérer, mais tu es quand même plus dans une logique d'arriver à être une rentabilité dans ces prochaines années, et finalement de valider un modèle économique tangible qui te permettra de devenir finalement une entreprise non dépendante de levées de fonds successives. Et je trouve que c'est un message quand même assez important. Tu en as eu besoin, ça te permet d'aller jusqu'à un certain stade, et que je pense que l'enjeu, c'est plus forcément de se dire je vais me valoriser avec la méga levée à plusieurs millions en succession de coups, quoi. En tout cas, il faut le faire au bon moment. Si on relève, ce qui est important, c'est le focus, pas s'éparpiller. Comme tu l'as dit, bien identifier un premier marché très ciblé où tu sais que en fait, tu pourras dupliquer ce que tu as fait chez un producteur, chez tous les autres, sans que tu aies du temps à y passer en plus. Nous, littéralement, en fait, quand on livre un robot, il sort du camion et 30 minutes après, le robot est fonctionnel dans la serre. Donc, c'est super important. Ne pas faire des adaptations custom pour chaque client. Pour vraiment aller vers la rentabilité le plus vite possible sur ce premier segment. Et évidemment, nous, on sait qu'il y a des externalités, des optionnalités possibles. On pourrait effeuiller du concombre. On pourrait, à un moment donné, faire d'autres tâches en serre. On pourrait revenir sur la récolte. Mais ça se fera qu'une fois qu'on a déjà un premier produit phare qui nous génère du cash et qui nous permette d'investir de la R&D sur d'autres sujets. Merci pour ce message tangible, pragmatique et efficace, et bravo pour ce parcours, et merci d'être prêté au jeu de ce studio éphémère au sein du bâtiment 78. Merci Nicolas. Merci.